Bienvenue à Question Directe, bienvenue à ITV. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau M. Mayoro Mbaye. Mayoro Mbaye ne représente plus aux Sénégalais, c'est un opérateur économique. Il a travaillé pendant de longues années au Sénégal, créateur d'emplois, d'entreprises. Mayoro Mbaye, le Sénégal regorge de potentialités pétrolières, éoliennes, hydriques, hydrographiques, bref, beaucoup de richesses. Mais pourquoi le Sénégal peine à créer des emplois pour ses enfants? Merci Alassane, merci de m'inviter à cette émission qui est suivie par beaucoup de vos téléspectateurs et de me poser des questions sur des préoccupations justement que j'ai depuis très longtemps. Moi j'ai quitté les universités comme tout le monde et j'ai emprunté une voie qui est le secteur privé. Et nous avons ici au Sénégal un binôme. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce binôme-là qui pose problème, secteur privé, secteur public. Nous voyons la crise actuellement de l'école sénégalaise, parce qu'il faut commencer par l'école avant d'aller vers les entreprises. Cette crise, elle est la résultante d'une situation où nous avons tous été nous-mêmes à l'école publique. Aujourd'hui, aller à l'école publique, c'est presque comme une honte, puisque la plupart du temps, les jeunes qui sont actuellement dans les écoles et les parents préfèrent inscrire leurs enfants à l'école privée plutôt qu'à l'école publique. Cela déjà est un gros problème. Mais à un autre niveau, on retrouve cette même situation en ce qui concerne l'entreprise privée et l'administration publique. Le contraire qui se passe, ce n'est plus le secteur privé qui attire, mais le secteur public. Ceux qui sont formés dans les universités, dans les grandes écoles, reviennent. Au lieu d'aller vers le secteur privé, pour la plupart du temps, préfèrent, parce que c'est pour eux le plus simple, c'est là où forcément on a un succès et une réussite beaucoup plus rapide, aller dans le secteur public en allant vers la politique. Cela est un problème, parce que l'encadrement qui devrait exister pour pouvoir accompagner les jeunes, cet encadrement va manquer. Raison pour laquelle, aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'employabilité des jeunes. Mais ces jeunes ne sont pas employés parce qu'il n'y a plus personne pour les former. La formation scolaire, universitaire est une chose, mais la formation professionnelle et l'activité en tant que telle, c'est une autre chose. Vous l'avez vécu vous-même. Vous avez été dans des groupes de presse, vous avez été à l'école, vous avez fait des écoles, vous êtes allé trouver des mentors qui vous ont accompagné jusqu'à devenir de grands journalistes, jusqu'à créer votre propre entreprise. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Le secteur public ne crée pas de la valeur ajoutée et par conséquent n'emploie pas et ne crée pas des emplois. Les ressources que nous avons sont énormes ici au Sénégal. Tout ce que nous touchons est en réalité un patrimoine, que ce soit le soleil, l'air que nous respirons, nos plages, toutes choses par ailleurs qui sont des instruments à partir desquels on peut créer de la valeur ajoutée. Malheureusement, il faut quelqu'un pour le faire. Pour coller à l'actualité actuellement, est-ce que vous pensez que si le Sénégal n'avait pas un bon sélectionneur et de bons joueurs, le Sénégal allait gagner la Coupe du Monde? Non. On a besoin de bons coachs et à tous les niveaux. Puisque vous ne pouvez pas, dans une compétition mondiale, faire n'importe quoi. On a besoin de compétences réelles. Le gardien de but reste un gardien de but. L'attaquant pour marquer le but reste un attaquant pour marquer le but. Donc voilà un peu une situation qui est là et qu'il faut temps corriger. Quand on aura corrigé cela, ce sont les hommes qui réussissent dans les entreprises. Ce n'est pas les entreprises qui vont créer des hommes qui réussissent. C'est les entreprises, les hommes qui créent des entreprises qui réussissent, mais pas les entreprises qui créent les hommes pour que ces derniers réussissent. Mais pourtant, le Sénégal est considéré comme étant un pays en Afrique qui a un énorme potentiel
surtout sur le plan de ressources humaines. Quand vous allez dans les organisations internationales, vous trouvez dans les plus hautes sphères des Sénégalais. Cela est vrai, mais moi, je vais mettre un bémol à cela. Pourquoi? Il y a eu une époque, effectivement, parce que le Sénégal, il y avait au-delà des ambitions, des visions. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a plus d'ambition que de vision. Quand on a de l'ambition et qui n'est pas sous-tendue par une vision, cette ambition ne peut rien donner. Nous avions occupé à un moment donné l'ensemble des organisations internationales. Vous n'alliez nulle part où vous ne retrouvez pas un Sénégalais avec des compétences qui sont réelles. Je pense que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, d'autres pays sont en train de nous créer ces leaderships-là et d'essayer de shipper. Les jeunes qui sont actuellement en train d'étudier et qui sont dans les écoles et qui n'étudient pas parfois correctement, arriver à un certain stade qui va les recruter. Quand vous arrivez sur le marché de l'emploi, avec une formation qui est hachée, quand vous pouvez retrouver un poste qui est considéré. Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Quand je parlais tout à l'heure de l'école publique a généré, nous tous, nous sommes des produits de l'école publique, mais quand vous vous rendez compte de ce que vous dépensez, vous, en une année, pour votre enfant qui est à l'école privée, ça paye complètement toute votre scolarité, depuis l'école primaire, le secondaire, jusqu'à l'université. Cela est un gros problème. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a beaucoup de grèves. D'ailleurs, les enseignants sont en grève pour réclamer des indemnités. L'État dit avoir fait des efforts jusqu'à 69, 80 quelques milliards. Les enseignants ne sont pas d'accord parce qu'ils trouvent injustes les indemnisations qui ont été faites dans la fonction publique. Il y a une totale désarticulation de l'équité dans les salaires au Sénégal. Oui, ça peut se comprendre. L'État fait des promesses pour des considérations d'ordre politique. Les enseignants aussi, pour la plupart du temps, il faut le dire, c'est ça la vérité. On n'accède plus à ces métiers-là parce qu'on ne les considère plus comme un sacerdoce, mais on les considère simplement comme des sinécures parce qu'on pense qu'en étant un enseignant, on peut s'enrichir. Cela n'est pas vrai. Quand on choisit le métier d'enseignant, à mon avis, on choisit automatiquement de ne pas forcément être un milliardaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons reconsidérer ça parce que moralement, ce n'est pas soutenable. Nous avons vu nos professeurs à l'époque ou nos enseignants même de l'école primaire, ils enseignaient parce qu'ils aimaient le métier. Aujourd'hui, je ne peux pas en dire autant. Je ne suis pas convaincu. Certes, dans la masse, il y en a encore quelques-uns qui enseignent parce qu'ils aiment leur métier. Mais je ne suis pas sûr. Moi, j'ai un oncle qui a été enseignant, qui a pris sa retraite. Mais quand je le voyais enseigner les mathématiques, je sais qu'il le faisait par amour du métier, mais pas forcément pour chercher de l'argent. Mais aujourd'hui, quelles sont les réformes qu'il faut faire en profondeur au Sénégal pour créer de la richesse, pour que les jeunes puissent trouver des emplois? Tout est question d'hommes. À mon avis, quand on regarde actuellement les entreprises au Sénégal, je le dis et je le pense très sérieusement. Nous avons un patronat actuellement. Mais qui est ce patronat sénégalais? Je les appelle même à la limite, je dis que c'est un patronat yobalema. Parce que tout simplement, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez vu avant-hier, j'ai écouté un grand homme d'affaires dire que la coopération avec les hommes d'affaires allemands, turcs qui sont venus ici au Sénégal, on les a convoqués pratiquement à 8 heures pour des réunions qui devaient se tenir à midi. Rien n'est préparé. Et ceux qui vont y répondre, ils vont y répondre pour dire quoi? Mon impression dans cela, c'est tout simplement que les hommes d'affaires, que ce soit allemands, turcs et autres qui viennent au Sénégal, ont des rencontres organisées, programmées, planifiées avec le gouvernement, mais c'est avec le gouvernement en présence d'un patronat qui finalement, combien parmi ces gens-là ont des entreprises? Parfois, il y en a très peu. C'est juste parce que c'est des gens qui ont beaucoup de temps, parfois, et qui vont assister à ces rencontres. Vous prenez par secteur d'activité. Nous avons ici, nous, une agriculture. Nous avons de l'élevage. Nous avons de la pêche. Vous parlez de secteur qui est le secteur maritime et le secteur notamment de la pêche. Il y a eu une époque
j'ai vu les pêcheurs sénégalais se faire embarquer en lieu et place de pêcheurs mauritaniens. Parce que les navires européens allaient pêcher dans les eaux mauritaniennes et dans les conventions qui sont signées entre l'Union européenne et nos États, il y a cette obligation d'embarquer un certain quota de marins donc, de ce pays. Mais les armateurs préféraient laisser les marins mauritaniens par terre, leur payer des salaires et embaucher des Sénégalais parce que tout simplement réputés comme étant de grands travailleurs et ne pas embarquer des marins mauritaniens. Un commandant d'ailleurs avec beaucoup d'humour me disait que écoute, je vais prendre un Mauritanien, il ne va pas travailler, il fait son thé, il va me brûler le bateau. Donc ils ont préféré toujours leur donner des salaires et les laisser à terre et embarquer des Sénégalais. Mais dans le contexte actuel qui est un contexte de développement de nos gisements pétroliers et de nos ressources pétrolières, qu'est-ce que nous faisons pour que nous, Sénégalais, avec un littoral de 700 km, plus de 600 000 personnes qui tournent autour du secteur maritime, pour que le jour où les barils de pétrole vont sortir et que des navires qui vont venir forcément pour transformer ce pétrole et ce gaz, que les Sénégalais soient en mesure d'être embarqués dans ces navires. Il va falloir une reconversion de ces gens-là, de pétrole, de poisson à pétrole, puisque nous n'avons que cela. Mais il y a des limites dans notre démarche aujourd'hui, qui sont des limites qui sont dans nos textes eux-mêmes. Je vais te dire un peu, par exemple, le code de la pêche maritime. Ce code, nous l'avons depuis très longtemps, mais qui met un binôme pêche maritime, pêche artisanale, pêche industrielle. Cette pêche artisanale, elle est le fait de quelques piroguiers. Mais comment voulez-vous aujourd'hui qu'une école nationale de formation maritime qui forme des personnels d'un certain niveau, ces gens-là vont être formés mais se retrouver dans la rue, puisque ne pouvant pas aller dans des pirogues pour travailler, parce que les pirogues ne prennent pas ce genre de personnel. D'autres pays, de par leur expérience, ont créé, et ça le Sénégal gagnerait à le faire, puisque nous avons dit plan Sénégal émergent, et à mon avis, quand on émerge, on quitte un État pour aller vers un État supérieur, à savoir quitter la pêche artisanale pour aller vers une pêche industrielle, qui malheureusement aujourd'hui est une pêche qui est pratiquée par des navires étrangers. Et ça crée toujours des conflits. Mettre une pêche semi-industrielle, organiser les pêcheurs en groupement. Tous les pays qui ont réussi, les gens ont réussi à se rassembler. Vous ne pouvez pas être performant quand vous pensez que votre entreprise est la vôtre, que vous devez seul la gérer et que vous devez seul obtenir la réussite et le nom de « je suis celui qui a réussi ». D'autres pays ont créé des sociétés anonymes, ont créé des sociétés coopératives, ont créé des associations dans lesquelles tout le monde se retrouve avec leurs compétences et c'est un bénéfice pour tout le monde. Autre limite, nous ne calculons pas le taux de morbidité des entreprises. Aujourd'hui, combien d'entreprises sont créées et arrivent à un certain seuil de croissance sans avoir des difficultés et sans avoir des problèmes. Alors que dans la transmission des entreprises, c'est important. Vous voyez des entreprises européennes qui ont des longévités parce que c'est des entreprises qui se transmettent de père en fils, en petit-fils, ainsi de suite. Mais pourquoi justement les entreprises sénégalaises meurent très vite? Qu'est-ce qui est dû à quoi? C'est l'organisation. Quand le leader lui-même meurt et que l'entreprise s'identifie au leader, c'est ça qui fait que l'entreprise va mourir avec le leader. Alors que l'entreprise devait survivre à son propriétaire. C'est pourquoi j'ai commencé mon intervention en parlant justement de ce que nous retrouvons dans notre vie politique, que nous voulons transporter dans la vie économique, alors que les objectifs ne sont pas les mêmes. Le système de coaching que nous pouvons retrouver dans le public, nous ne pouvons pas le retrouver dans le secteur privé. Parce que le secteur privé, c'est un coaching gagnant, mais un gagnant immédiat. Alors que le coaching dans le secteur public, c'est un coaching gagnant ou pas gagnant, mais dans le long terme, moyen terme. Alors que l'entreprise a des réalités du quotidien. Je pense qu'il y a très peu de fonctionnaires actuellement, sauf certains qui quittent la retraite, qui vont aller à la retraite et qui reviennent dans le secteur privé.
Mais voir un fonctionnaire démissionner de la fonction publique et venir dans le secteur privé, on le voit rarement. Mais par contre, voir des gens du secteur privé aller vers le secteur public et plus particulièrement vers des choses politiques, ça, on en voit tous les jours. Mais pourtant, le pays regorge de potentialités, comme on l'a dit. Vous n'avez pas de la pêche, mais quand on parle de l'élevage, aujourd'hui dans le Ferlo, il y a quand même un potentiel énorme là-bas. Il y a même des projets comme les abattoirs du Ferlo pour permettre de mettre des chaînes de valeur sur place, faire de la viande, faire de peau et cuir. Et tout se transforme dans la viande au fond, avec l'animal. Avec les cornes, on peut faire des boutons de chemise, on peut faire beaucoup de choses. Et ça aurait pu créer beaucoup d'emplois. Oui, bien sûr. L'année dernière, j'ai pris une initiative comme ça, le 19 juin, donc d'organiser un forum justement à Dara dans cette direction. Et le maître mot, c'était sortir les professeurs des universités pour aller parler au grand public et faire en sorte que le Sénégal sorte de Dakar. Parce que nous ne pouvons pas. Aujourd'hui, il y a une situation dans ce pays qui est que l'essentiel de l'activité économique se déroule à Dakar et le reste du pays n'a pas d'activité. Comment vous pouvez expliquer que la plupart des produits carnés que nous consommons viennent du nord du Sénégal, plus particulièrement, il n'y a pas de charcuterie, il n'y a pas de boucherie, il n'y a rien du tout. Il n'y a que juste des animaux qu'on transporte par des camions pour les amener ici. Alors que la charcuterie, c'est une industrie et tout le reste, c'est des industries. Donc nous avons imaginé un projet de mettre en place une société coopérative du pôle industriel expérimental de Dara. Et d'ailleurs, ce matin, je discutais avec l'ancien maire de Dara et surtout les gens de la DRD de Louga qui viennent d'enregistrer cette structure-là. Cette société coopérative, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons créer un pôle industriel à Dara avec l'assentiment justement des pouvoirs publics parce que nous ne pouvons rien faire sans leur accord, bénéficier de la superficie et des surfaces qu'il faut. À mon avis, ça permettrait de décongestionner Dakar. Parce que si nous transposons l'ensemble de l'activité aujourd'hui de boucherie et charcuterie qui se déroule à Dakar vers ces zones-là, on va fixer les populations et créer des emplois là-bas. Et après, derrière, créer toutes les autres activités qui peuvent tourner autour de ces métiers. Et cela peut se transposer aussi dans le secteur de la pêche comme dans le secteur de l'agriculture. Mais ça demande des moyens, il faut beaucoup de moyens pour le faire. Il faut beaucoup d'argent. Ça demande des moyens, ça demande beaucoup d'argent, mais ça ne demande pas autant d'argent que ce que nous mettons actuellement dans les infrastructures que nous avons ici. Personne ne dira que faire un stade n'est pas une bonne chose, personne ne dira que faire une autoroute n'est pas une bonne chose, mais à mon avis, faire cela coûte beaucoup moins cher que faire un stade. Est-ce que c'est seulement des initiatives privées ou bien c'est l'État qui doit mettre en place ce système-là? Vous ne pouvez pas faire aujourd'hui quelque chose dans une initiative privée qui va aller très loin. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus, les gens vont dans des partenariats publics-privés. Le partenariat public-privé peut faire cela. Mais encore faudrait-il avoir l'écoute auprès des pouvoirs publics pour pouvoir défendre ces idées-là et pouvoir les mettre complètement en fonctionnement. Oui, il y a aussi un potentiel avec le gaz et les pétroles qui arrivent. Vous l'avez dit tantôt, il y a beaucoup de Sénégalais qui ne sont pas encore formés dans ces métiers-là. Et ce que les gens redoutent, c'est que des étrangers qui sont formés viennent occuper la place. On voit de plus en plus des cabinets s'installer sur la chaîne de valeur. Mais on ne voit pas les entreprises sénégalaises bouger beaucoup sur ça. Le seul peut-être grand exemple, c'est celui du port avec les cuves qui sont été mises en place par les privés sénégalais. Mais les métiers eux-mêmes, on ne voit pas, même s'il y a une formation qui balbutie. Je viens d'enregistrer chez le notaire une compagnie Navixen. L'idée, c'est justement cela. Le savoir-faire que j'ai pu accumuler pendant ces 30 dernières années, cumulé avec la capacité et les compétences d'une grosse multinationale qui s'appelle Navigate et qui sont dans ces métiers-là depuis maintenant bien longtemps, qui constituent pratiquement au niveau mondial presque dans les 5 plus grosses compagnies au monde de navigation et de transport maritime et surtout de transport des hydrocarbures. Nous avons pensé que aujourd'hui, les Sénégalais, comme me disait d'ailleurs mon collègue Peter Stimler la dernière fois quand il est passé à Dakar, que les Sénégalais, du fait de leur appartenance à une zone côtière, ont quasiment, comme les Norvégiens, l'eau de mer dans le sang. Par conséquent, les former dans ces métiers-là ne devrait pas être quelque chose de difficile. Il y a 2 possibilités actuellement. Former des personnels et après les laisser dehors sans trouver l'activité, ce n'est pas une bonne chose. Mais
quand on crée les opportunités de travail et on forme les gens, automatiquement X cela. Donc nous avons estimé qu'actuellement, c'est de prendre des personnes qui sont dans des métiers qui sont autour du secteur maritime, créer les conditions de formation en vue de leur reconversion. Et de l'autre côté aussi, prendre les jeunes qui sont sortis des écoles nationales de formation pour les amener dans une flotte qui est hyper importante mais qui se trouve actuellement à l'extérieur de nos aires territoriales, les former sur place, ça leur donnerait des capacités et le jour où les premiers barils de pétrole vont sortir du territoire, du sous-sol du Sénégal, ces gens-là seront déjà opérationnels. Nous y travaillons actuellement avec l'agence des activités maritimes, comment ça s'appelle encore, l'agence nationale des affaires maritimes, plus l'école nationale de formation maritime, qui forment déjà des personnels dans ce sens. Il y a aussi que de plus en plus on voit les Russes venir en Afrique, au-delà des Français s'installer, et aussi ils sont intéressés par ces métiers. Oui, bien sûr, nous sommes actuellement avec quelques personnes qui sont sorties justement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers en train de penser que dans le cadre de la sécurité aujourd'hui, il est possible de créer un corps de volontaires pompiers et secouristes comme ça se fait dans d'autres pays du monde. Puisque nous avons déjà des pompiers professionnels, que vous allez en France, en Allemagne ou ailleurs, ou même en Russie, vous avez plus de volontaires pompiers que de professionnels pompiers. L'insécurité, nous l'avons vu actuellement avec le building qui a eu à prendre feu, mais s'il y avait justement des sapeurs-pompiers de proximité formés, même pas des sapeurs-pompiers professionnels, mais des volontaires, certainement ces problématiques pour les plus résolues. Donc il y a quelques personnes ressources qui sont d'anciens officiers des sapeurs-pompiers que j'ai pu mettre en rapport avec des officiers de la Croatie et qui sont en train de travailler. Ils ont déjà même mis en place la structure et sont en train donc de chercher les autorisations auprès du ministère. Le président de la République avait été saisi et il a marqué son accord par rapport à une telle volonté. Et nous attendons donc d'avoir toutes les autorisations pour que ça soit opérationnel. Nous aurons la possibilité en ce moment-là de créer des emplois dans ce métier. Vous êtes un homme d'affaires, vous travaillez à travers le monde, vous êtes en contact avec ce qui se fait dans le monde. On a dit de plus en plus que les prix haussent sur le marché. Au Sénégal, les denrées sont en train d'augmenter. L'explication qui a été donnée, c'est que le prix du fret augmente à travers le monde. Ça se répercute sur les prix aux consommateurs. Mais le Sénégal a quand même des potentialités. On a de la terre, on a du soleil, on a de l'eau. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui fait que ce pays n'arrive pas à produire ce qu'il consomme? Il nous faut des travailleurs. Quand je dis il nous faut des travailleurs, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'éleveur que vous voyez au Sénégal n'a pas forcément toujours une vision. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, c'est d'être éleveur, de pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins qui sont des besoins primaires, mais n'a pas cette vision d'être un industriel. C'est valable aussi pour le secteur agricole, c'est valable pour le secteur de la pêche. Il faut que nous arrivions à faire en sorte que ceux qui sont ambitieux aient une vision. Une vision, ce serait simplement d'aller vers une industrialisation de nos activités. Je disais à quelques amis la fois dernière, parlant du problème du logement. Le secteur du bâtiment est un secteur qui crée énormément d'emplois. Pourquoi ce secteur-là ne crée pas autant d'emplois au Sénégal? J'ai emprunté le terre il y a quelques semaines, une semaine. Je vois en passant, et sur l'autoroute à péage, vous le voyez, Dakar, comparé à d'autres capitales, contrairement à ce qu'on peut dire, n'a pas l'embellie au plan architectural, puisqu'il y a beaucoup de chefs de famille qui aujourd'hui entreprennent, veulent construire leur maison, ne les finissent jamais. Il y a une responsabilité de part et d'autre. Parce que quelqu'un qui a ambition de construire, qui prend quelques millions, qui met ça dans un bâtiment, vous venez ici, vous avez l'impression que tout est en chantier, que les maisons ne sont jamais finies. Parfois, il y a quelques personnes d'ailleurs qui vont aller à des R+7, +6, mais la maison reste là jusqu'au décès du propriétaire, la maison n'est jamais finie. Ça crée de l'insécurité, ça ne crée plus d'emploi, ça immobilise des fonds et de l'argent qui est là et qui ne produit rien du tout. Et tout cela, les pouvoirs publics devraient être en mesure de régler ça.
Nous voulons faire 100 000 logements. Je dis que 100 000 logements, le logement, pour en produire, faire une production masse, il faut des industries. Nous ne pouvons pas avoir... le besoin de logement est un besoin structurel. On ne peut pas le régler par des considérations conjoncturelles. Aujourd'hui, on ne peut pas faire 100 000 logements en se basant essentiellement sur nos menuisiers de quartier qui vont te faire combien de portes. Un seul logement prend au moins 3 portes, 3 fenêtres. Rapporté à 100 000 logements, ça fait un nombre important. Les interrupteurs que vous mettez dans une maison, c'est beaucoup d'interrupteurs. Le carrelage, la filerie, mais tout cela est importé. Alors qu'il est possible aujourd'hui d'aller négocier. Quand je le dis, c'est vrai, parce que j'ai eu à expérimenter cela en allant discuter avec les Italiens, en leur faisant comprendre que, bon, vous voulez lutter contre l'immigration clandestine, puisque les jeunes qui viennent là pour vous n'ont pas de formation, traînent dans les rues, vous voulez les chasser au Sénégal, alors que vous avez une population vieillissante. Et vous avez des petites et moyennes entreprises qui ont besoin. Pourquoi on ne crée pas les conditions de l'internationalisation de votre production vers nos pays, surtout plus particulièrement le Sénégal? En ce moment-là, on gagne doublement. Les jeunes qui sont là en voyant investir chez nous vont rentrer forcément au Sénégal. Vous mettez des structures de formation qui puissent permettre de les former et de les insérer dans des entreprises où il y aura un partenariat avec le Sénégal. En ce moment-là, on fera le nombre de logements qu'on veut. Si les banques aussi jouent le jeu, l'État met un système incitatif. Et de l'autre côté, je dis un système incitatif et coercitif en même temps. Pour que les gens terminent leur maison, ça va créer des milliers et des milliers d'emplois. Puisqu'on ne peut pas avoir une autorisation de construire et qui n'a pas de limite dans le temps. Et il faudrait rectifier cela. Quand on donne une autorisation de construire à quelqu'un, on doit être en mesure de lui dire, écoutez, on vous donne une autorisation de construire, c'est valable pour une période de 2 ans, pour 3 ans. Si vous ne finissez pas votre maison, que l'État puisse s'insérer dans cette construction, où une banque va prendre une hypothèque sur la maison, donner l'argent qu'il faut et terminer la maison, et en ce moment-là, on créerait le nombre d'emplois qu'on veut. Et ça aurait donné un embelli à cette ville. Mayoro Mbaye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Direct. Je rappelle que vous êtes opérateur économique et créateur d'emplois, que nous parlons avec vous des potentialités du Sénégal, comment faire pour que ce pays puisse créer des emplois pour les jeunes, pour que les gens soient formés, parce que les potentialités sont énormes et le chômage est endémique dans ce pays. Merci à toute l'équipe économique, à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Thank you.